Reprendre la première équation du ralentissement. Et je me rappelle que cette première équation, elle s'exprimait de cette forme-là. J'avais la densité de collision, c'est encore écrit ici, qui était égale à S0 sur xi E. Voilà, ça c'était sans absorption. Sans absorption. Première équation. Est-ce que je ne peux pas, la réponse c'est bien sûr oui, rajouter l'absorption, mettre à jour cette équation à partir du moment où maintenant j'essaie de tenir compte de l'absorption. Ici j'ai un bilan en fait entre le terme source correspondant à une certaine énergie et l'utilisation que je fais des neutrons à cette énergie. Si je rajoute l'absorption, forcément avoir ce terme-là. On vérifiera après, hein. Ça n'a pas valeur de démonstration. En physique, on prend un risque, on a une intuition, puis après on la vérifie, c'est bon, c'est pas bon. Heureusement qu'on peut faire ça, sinon ça serait un peu ennuyeux. Donc, comme je rajoute l'absorption, je rajoute ce terme. Seulement attention, comme j'ai rajouté ce terme-là, je tiens compte de l'absorption, mon taux de ralentissement n'est plus constant, on est d'accord. Je ne peux pas me permettre de garder S0 ici, quelle que soit l'énergie. En fait, ce qui va intervenir, ce que je pense qui intervient, c'est le bon taux de ralentissement à l'énergie considérée, qui va être de plus en plus faible. Parce qu'au fur et à mesure où je descends en énergie, j'ai rencontré des résonances, j'ai rencontré des sections efficaces d'absorption, et j'ai de moins en moins de neutrons qui descendent vers les énergies inférieures. Donc une mise à jour possible, ça serait celle-là. D'accord ? Et pour Q2, donc là j'y viens, c'est ce que je voulais écrire juste avant. Pour Q2, ce que je peux dire, c'est difficile d'exprimer directement ça. En fait, il s'exprime ici. On voit qu'il est relié au taux de diffusion et d'absorption. Par contre, je peux exprimer assez facilement sa variation. Au passage, sa variation, elle est positive ou négative? Je pars de S0 qui est maximal, et puis au fur et à mesure du ralentissement, ce taux diminue. Donc ce terme-là, normalement, est négatif, ouais. La seule cause possible de diminution de ce taux de ralentissement, c'est-à-dire le nombre par centimètre cube par seconde de neutrons qui sont encore en course vers les énergies plus basses, c'est l'absorption. Donc c'est sigma A, phi de E, je vérifie que c'est bien homogène, voilà. La variation élémentaire de ce taux de ralentissement, ça va être le taux volumique de capture élémentaire dans l'intervalle DE, d'absorption, pardon, correspondant. Est-ce que le signe est correct? Parce qu'on aurait tendance à mettre un moins, sauf que, attention, on ralentit. Donc, si DE est bien négatif, je le prends par convention négatif ici, dans ce jeu d'équations, même si ce n'est pas ce que j'ai dessiné sur les dessins, ça marche. Et les deux équations ici vont me permettre d'en déduire QE, puisque je vois apparaître une nouvelle équation différentielle qui va me donner, si je fais le rapport des deux par exemple, dQE sur QE égale, alors vérifiez que j'inverse pas sigma S et sigma A, parce qu'au tableau c'est pas évident de bien avoir tout ça à l'œil. Voilà, normalement j'ai oublié aucun terme. Et je peux donc intégrer ça. Je vais intégrer entre deux valeurs, ici du taux de ralentissement et là de l'énergie. Alors, par exemple, entre la valeur du taux de ralentissement à l'énergie E0, qui n'est pas de MeV, qui est légèrement inférieure, mais qui est la plus grande, jusqu'à un taux de ralentissement à une énergie E1, qui est bien sûr inférieur à Q0, puisque c'est plus bas en énergie. Donc j'ai eu des absorptions, donc le taux de ralentissement est plus faible. Et les bornes ici doivent correspondre, c'est-à-dire que je vais mettre E0 bien sûr, et E1 inférieur à E0 ici. Anti-trap, la probabilité de ne pas être absorbé entre ces deux énergies, de passer de E0 à E1, de passer d'un état où je saute les barrières à l'énergie E0 à un état où je me retrouve à sauter les barrières à une énergie E1 inférieure, donc elle pourra être comptée, c'est, alors il faut que je prenne l'exponentielle de l'inverse, donc c'est exponentielle de moins 1 sur xi, le gain moyen de léthargie par choc,
l'intégrale entre E1 et E0 de ce fameux rapport sigma A sur sigma A plus sigma S et l'intégrale dE sur E. Au passage, vous voyez, c'est la différentielle logarithmique de l'énergie qui intervient. Rappel, encore une fois, c'est la léthargie, qui est grosso modo cette différentielle logarithmique, qui est la mieux adaptée pour traiter le problème, via son gain moyen qui est constant, etc. etc. Bon, j'ai choisi de l'exprimer en énergie. On va prendre ce résultat qui est quand même très intéressant, puisqu'il permet, dans le cas d'un modèle d'absorption homogène, de calculer ce facteur anti-trappe. Et ce qui est encore plus intéressant, on va le vérifier, hein, c'est que c'est une formule très générale qui marche même quand l'absorption, heureusement, ne ressemble pas à ça, mais ressemble plutôt à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche dans le cas très général où les sections efficaces à cette allure avec des résonances, à deux conditions, deux hypothèses. D'abord, c'est, je vais refaire un dessin pour que ça soit plus conforme, quand les résonances sont assez espacées. Ça, c'est la section efficace d'absorption. Et en regard, je vais mettre la densité énergétique des neutrons, de flux de neutrons en ralentissement. Il faut, première hypothèse, que les résonances soient espacées. Suffisamment espacées. Devant quoi? Devant leur largeur en énergie. Pourquoi? Parce que c'est à cette condition que leur effet sur le flux et sur sa densité énergétique se trouveront être assez faibles à une certaine distance en énergie de chaque résonance et permettront à la densité énergétique de flux de retrouver sa distribution asymptotique en 1 sur E. C'est-à-dire que bien sûr, localement, au niveau de chaque résonance, la densité énergétique se creuse, mais elle a le temps, avant d'affronter la suivante, de retrouver sa valeur asymptotique qui est celle que lui procurent les neutrons qui sont en train de ralentir en énergie. Donc, si deux résonances étaient très proches, la densité de flux ne serait pas encore sortie de son trou de première résonance qu'elle devrait affronter la deuxième. Là, suffisamment espacée, je peux considérer que je recolle largement à la densité asymptotique avant d'arriver à la deuxième. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que les résonances sont étroites. Et le paysage, à quoi il ressemble? Je vais d'abord dessiner ma résonance, qui correspond à une certaine largeur en léthargie, qui va être compris entre une certaine léthargie que je vais appeler grand U, petit r comme résonance, jusqu'à une léthargie plus grande, puisque maintenant le ralentissement se fait dans le sens, enfin en léthargie, le ralentissement se fait dans le sens des léthargies croissantes avec une certaine largeur, gamma. Okay. Et ça, c'est ma trappe, c'est ma résonance, c'est mon piège. Vous vous rappelez le taux de ralentissement qu'on définissait, qu'on étudiait en énergie? Là, on va l'étudier en léthargie. Hein. Quand vous connaissez une énergie, vous connaissez la léthargie associée. Simplement, les énergies les plus élevées viennent d'en bas, ici, des léthargies les plus faibles. Et donc, mon taux de ralentissement à l'entrée de ma résonance, ici, que je vais appeler Q in comme entrée, il est plus élevé que mon taux de ralentissement à la sortie de la résonance, Q out. Pourquoi il est plus élevé? Tout simplement parce que là, il y a une part d'absorption qui se fait. Alors pourquoi je définis ces deux taux de ralentissement, justement avant et après la résonance? Parce que je veux toujours trouver ça. Autrement dit, moi, ce que je cherche, l'analogue ici dans ma description en léthargie, mais c'est pareil, c'est le facteur antitrape de la résonance petit r, de largeur gamma, qui est égal par définition à ce qui arrive à en sortir sur ce qui est rentré. C'est la même chose que de dire là où j'arrive et là où je suis parti. Mais je le fais à l'échelle élémentaire d'une résonance. Si j'arrive à traiter une résonance, je sais que j'en ai plusieurs, je vais juste multiplier ces probabilités pour obtenir la probabilité globale et obtenir finalement ce facteur antitrape global. Okay, donc,
traiter une résonance, c'est un bon départ. Si j'arrive à le faire, j'aurai le résultat final. Ici, le courant de sortie, c'est le courant d'entrée moins le taux d'absorption de la résonance petit r. Donc ce que j'aimerais bien pour obtenir une probabilité, ce facteur anti-trappe, qui soit uniquement fonction des paramètres du problème, notamment de la largeur gamma, des sections efficaces, c'est d'obtenir ici pour ce taux d'absorption de la résonance quelque chose qui soit, si possible, proportionnel au taux de ralentissement en entrée. Ça serait indépendant et ça serait pas mal parce que ce taux de ralentissement, je le prends quelconque, c'est juste une variable de travail. On va voir. On va exprimer ces deux taux en utilisant le petit dessin. Alors pour ça, je vais le compléter un peu, ce petit dessin. C'est toujours pareil, hein, on a besoin de définir certaines énergies de repère. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir partir de certaines léthargies U', définies à des DU' près, hein, parce que ça sent l'intégration à plein nez, qui vont tomber direct là-dedans à des léthargies que je vais appeler U, à DU près. Donc, je vais tout simplement devoir intégrer tous les neutrons qui ont une léthargie plus basse, une énergie plus haute, et qui, à l'issue d'un choc, tombent dans une léthargie U qui est compris entre ces deux bornes. Alors ça, c'est de l'absorption, et ça va me permettre de calculer le taux d'absorption. Donc, je vais essayer de calculer ce taux d'absorption. D'accord ? Une petite remarque sur les bornes d'intégration, un minimum que je pourrais mettre, que je devrais mettre, c'est que l'énergie U' minimale à partir de laquelle je dois partir pour tomber là-dedans, c'est plus du fois alpha, puisqu'on n'est plus en énergie, on est en léthargie. Donc c'est la léthargie ici, moins le gain maximal de léthargie. Et si je pars d'en dessous, je tomberai jamais dans le piège. C'est-à-dire que je pourrais prendre mon appui, hein, c'est comme au triple saut, et sauter juste avant, sans mordre sur la planche. Mais je suis obligé de partir de cette énergie minimale pour, en un choc, tomber dans la trappe. Donc la U' min, si vous voulez, je vais l'écrire comme ça, c'est tout simplement U, en fait, la léthargie que je cherche à atteindre, moins epsilon. Si j'essaie d'atteindre cette léthargie-là, ou celle-là, ou toutes celles U qui sont entre les deux bornes, il faut que je parte au plus bas de cette léthargie U, moins le gain maximal de léthargie. Simplement pour que vous compreniez la logique du calcul, ça va être le nombre de neutrons, je vais l'écrire comme ça, le taux de diffusion en U', fois la probabilité, étant diffusé en U', de se retrouver en U. Et attention, U', c'est des variables d'intégration entre deux bornes, donc je vais intégrer pour U', ou plutôt pour U, ce qui est le plus facile, compris entre UR et UR plus gamma, et pour U', minimum, c'est U moins epsilon, comme je viens de l'expliquer, et maximum, c'est forcément cette valeur-là. Parce que pour calculer le taux d'absorption des neutrons qui viennent d'en dessous, au maximum, il faut que je parte d'en dessous. Je ne peux pas partir de l'intérieur. Donc je pars de U' max égale à UR. Alors ce taux de diffusion en U', vous l'exprimez sans problème en fonction de l'énergie. En fonction d'une énergie E', vous savez, c'est F de E', dE'. Ici, c'est F de U', dU', et il faut faire le changement de variable d'énergie en léthargie. Je vais vous donner l'expression directe, à vérifier si vous voulez, il n'y a rien de très choquant. La probabilité ici qu'on connaît, pareil, en fonction de l'énergie, c'est une constante, attention. Énergie et léthargie sont définies par l'intermédiaire d'un log ou d'un exponentiel, si on prend le point de vue de la léthargie. Cette probabilité-là, elle s'écrit comme exponentielle de moins. Donc l'exponentielle n'est absolument pas surprenante, tout simplement parce qu'on l'exprime en fonction de la léthargie. Voilà l'expression de la probabilité de passer de U' en U. Donc vous avez bien une intégrale double, hein, puisque vous avez un domaine d'énergie U' de départ et un domaine d'énergie U d'arrivée, et vous trouvez dU' ici, dU là, et les deux intégrales.
ce taux d'absorption, donc, si je réécris légèrement les choses, fois toute une série de fonctions de alpha, le paramètre du choc, vous savez, A-1 sur A+1, le tout au carré, et de gamma, la largeur en léthargie de la résonance, comme je l'ai défini sur le schéma. Donc, 1 moins exponentielle moins gamma, moins alpha fois gamma, sur 1 moins alpha. J'ai le taux d'entrée dans la résonance ici, donc je vais pouvoir simplifier dans mon expression du facteur antitrape. Je trouve pour le facteur antitrape de cette résonance petit r seul, comme expression, 1 moins 1 sur xi fois tout ça. D'accord ? Il suffit juste de réécrire cette expression-là avec cette valeur qui était la plus pénible à trouver, hein, je vous le concède, du taux d'absorption. Donc j'ai une fonction assez simple qui, normalement, est assez proche de 1, puisque la probabilité de ne pas être absorbée dans une largeur très étroite, bah, elle doit être assez grande. Hein. Si c'est une petite résonance et que je fais des bonds assez grands en moyenne, en termes de gain de léthargie, je vais sauter au-dessus sans problème. C'est juste certains qui n'ont pas de bol, qui calculent mal leur coût, qui prennent un grand élan et qui, boum, tombent pile dedans. Bah, c'est une petite probabilité, c'est cette probabilité-là. Et la probabilité de passer au-dessus, c'est 1 moins cette petite probabilité. Alors d'ailleurs, on va simplifier là l'expression. On va simplifier l'expression parce que, comme je dis, la largeur est petite. La résonance est étroite. C'est une de nos hypothèses d'ailleurs. Et elle est petite devant le gain moyen de léthargie. Donc typiquement, je fais des bonds de léthargie en moyenne à chaque fois qui sont constants en moyenne et qui font ça. Et gamma, c'est quelque chose vers lequel on s'oriente, vers lequel on arrive, et qui fait quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est assez petit par rapport au bond de notre neutron là. Donc on comprend que la probabilité soit petite, on comprend qu'on puisse simplifier l'expression. Cette exponentielle, notamment, bah, c'est du 1 moins gamma. Et donc, je vais avoir une probabilité qui va s'écrire simplement comme 1 moins gamma sur xi. C'est une formule assez simple. Si j'ajoute la section efficace de diffusion élastique, ma probabilité de tomber dans la trappe, ça ne va pas être juste ça. Ça, c'est la probabilité de tomber dedans. C'est que, bien sûr, il faut que j'ai ce match en termes de léthargie, mais il faut en plus que je sois bien absorbé plutôt qu'autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est les deux réactions qui sont possibles maintenant dans cet intervalle, c'est-à-dire l'absorption et la diffusion. Vous voyez que si je n'ai pas de diffusion, ce rapport-là, il ne sert à rien, c'est 1. Mais en introduisant une diffusion supplémentaire, il me faut ce facteur-là pour tenir compte du fait que ça, c'est mon absorption. Donc il faut que je tienne compte de la probabilité qui n'est plus égale à 1 de l'absorption. Ça va? De l'utilité des sections efficaces pour exprimer des probabilités par leur rapport. D'accord? Là, si je traduis ça en français, c'est la probabilité dans cette gamme d'énergie gamma. Attention, hein, c'est dans la résonance ici, puisqu'on s'intéresse au taux d'absorption. La probabilité dans la résonance d'être absorbé plutôt que diffusé. Alors, je suis d'accord, hein. Ce rapport-là sera très proche de 1 et va multiplier celui-là qui est très petit de 1. Donc, la facteur antitrape va toujours rester très grand devant 1. Mais je précise l'expression. Et en plus, là, si je suis dans gamma, est-ce que ça vous convient complètement cette expression? Là, c'est grand NA, le nombre d'absorbants, fois sigma A, la section efficace microscopique, dont la forme, elle est comme ça. Donc, à l'intérieur d'une résonance, sigma A, ce n'est pas une constante. En fait, l'expression vraiment correcte, c'est 1 moins... Bon, ça, c'est une constante. Par contre, je dois intégrer, en fonction de la léthargie, ces sections efficaces, surtout pour l'absorption, moins pour la diffusion, qui varient en fonction de l'énergie. C'est-à-dire que j'intègre sur toutes les valeurs, sur toute la largeur gamma de ma résonance. C'est une variation intégrale. Si sigma dépend de la léthargie, il faut que je tienne compte de sa dépendance sur gamma. Si c'est constant, je sors tout, et l'intégrale de du sur gamma, c'est gamma. D'accord? Mais j'ai une grosse dépendance avec la léthargie, normalement, de mes sections efficaces. Donc j'ai une expression qui ressemble à ça.
Et comme cette probabilité d'absorption pour une seule résonance est très petite devant 1, en fait, je le fais à l'envers, mais j'ai fait un développement limité. Une expression plus correcte, plus rigoureuse, serait cette exponentielle de quoi? De ça, de 1 moins xi, fois l'intégrale sur la résonance de ce rapport de section efficace. Et on retrouve en fait l'expression analogue en léthargie de celle qu'on a établie en énergie pour le cas d'une absorption faible et constante, mais pour des résonances cette fois-ci. Ok, on y est presque. Parce que ça, pour le passer en énergie, du, quand vous regardez l'expression de la léthargie en fonction de l'énergie, c'est moins dE sur E. C'est une autre façon de définir la léthargie au passage. Ça, en termes d'énergie, ça va correspondre à l'énergie de la résonance, attention, moins sa largeur en énergie, parce que quand l'énergie augmente, la léthargie diminue et vice-versa. Et ça, c'est l'énergie de la résonance. Je vais réécrire ça légèrement différemment pour la probabilité globale d'échapper à toutes les résonances entre E0, un peu moins de 2 MeV, si je n'ai pas d'hydrogène, rappelez-vous, et E1, 1 électron-volt, vraiment l'énergie minimale que je peux m'autoriser dans mon modèle de diffusion élastique. Je vais la réécrire de cette façon-là. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est comme ça que les gens font en général. Ça, je vais écrire que c'est Na sigma A, petit sigma A. Et je vais rajouter sigma S ici. Pourquoi? Vous vous rappelez, donc en haut ici aussi, parce que vous vous rappelez, c'est que si sigma S, c'est le gain moyen de léthargie par choc et la probabilité de choc par unité de longueur, donc c'est le gain moyen de léthargie par centimètre parcouru. C'est une grandeur caractéristique, c'est une constante, je la sors de l'intégrale. Et en faisant ça, j'ai exponentielle de moins Na sur 6 sigma S fois l'intégrale sur tout le domaine du ralentissement de l'ordre du MeV, de l'ordre de l'électron-volt. E1, typiquement, c'est 1 électron-volt. Je ne peux pas descendre plus bas. Fois sigma A, fois ce rapport. dE sur E. Vous dites, c'est exactement la même chose. Ouais, mais ça va nous permettre de comprendre qu'en fait, il se passe deux choses quand on augmente la quantité d'absorbant, donc de résonance, dans un milieu, par exemple dans un cœur de réacteur nucléaire. D'accord ? Si vous augmentez cette concentration de combustible, donc de résonance potentiellement capturante de neutrons, donc nuisible à la réaction en chaîne, au facteur de multiplication, vous allez augmenter ce terme. Et immédiatement, si ce terme augmente, c'est une exponentielle négative, P diminue. Même diminue sérieusement, parce que c'est dans une exponentielle. Hein. Donc logiquement, plus vous mettez d'absorbant, ça vous donne la façon dont dégringole la probabilité de sauvegarder des neutrons jusqu'au domaine thermique. Et bien, cette probabilité, elle dégringole dès que vous touchez à la concentration d'absorbance. C'est normal, c'est logique. Le deuxième effet qui intervient, c'est que dans le même temps, vous allez aussi augmenter ça. Alors, parce que c'est un effet qui compense, je donne un effet moindre, mais sigma augmente aussi. Et du coup, P, au lieu de diminuer énormément jusqu'à des valeurs qui sont de l'ordre du pourcent, ce qui serait rédhibitoire pour la criticité de cœur exploitable, ne diminue que légèrement. Cet effet-là, dans l'intégrale, de cette compétition aussi entre absorption et diffusion, c'est la traduction analytique de l'effet d'autoprotection en énergie, parce qu'elle se traduit par, ici, un facteur, je vais garder la même couleur, un facteur phi qu'on appelle le facteur d'atténuation, et qui est inférieur à 1, bien sûr. Alors, je mettrai des détails un peu plus complets sur les différentes intégrales qu'on définit
Hein, on définit une intégrale de résonance sans ce facteur. Ça, c'est l'intégrale de résonance. Et on définit aussi une intégrale... où est-ce que je l'ai mis? Donc ça, c'est l'intégrale de résonance sans ce terme phi. Et avec le terme phi, facteur d'atténuation, on parle d'intégrale de résonance effective. D'accord? Retenez simplement, par exemple, pour prendre le cas d'un rep, que l'intégrale de résonance effective, ça, c'est sans dimension, c'est un rapport d'énergie sans dimension, donc ça s'exprime en barnes, une intégrale de résonance. L'intégrale de résonance effective dans un rep, pour l'uranium-238, c'est 20 barnes. Vous dites, c'est beaucoup, pas beaucoup. C'est 280 barnes en intégrale de résonance non effective, c'est-à-dire avec un facteur d'atténuation inexistant, maximal, sans cet effet d'autoprotection énergétique. Donc, en dilution infinie, sans cet effet d'autoprotection, vous avez ce terme-là qui vaut 280 barnes, et compte tenu des rapports de modération, de la proportion d'uranium dans le combustible, etc., en pratique, c'est 20 barnes. Donc vous faites passer un terme dans une exponentielle décroissante de 280 à 20 divisé par 14. Et ça vous fait remonter le facteur antitrape. Et c'est ça l'effet d'autoprotection en énergie qui explique que finalement on se retrouve avec des facteurs antitrape de l'ordre de 75% plutôt que de l'ordre du %. Sans cet effet-là, donc j'essaie juste de sortir un peu le comportement, je vais dire, mathématique, fonction des différents paramètres, comment ça varie en fonction des paramètres plutôt que d'être uniquement qualitatif. Grâce à cet effet-là, la réaction en chaîne est possible aussi. Il y a plein d'autres coïncidences, hein, mais ça, c'est un effet essentiel. Une toute dernière remarque sur le facteur antitrape. C'est aussi le facteur antitrape, puisque vous savez que c'est aussi cette autoprotection en énergie qui explique la stabilité thermique du combustible au niveau cinétique, qui explique la valeur du FTC, le fuel température coefficient. Vous savez, la variation de réactivité associée à une certaine variation de température du fuel et qu'on exprime en ppm par degré, et qui est négative. Donc qui est de l'ordre de, allez, je vais donner moins 2 ppm par degré en rep. Ça dépend bien sûr de l'instant du cycle, de l'état du combustible, etc. mais c'est l'ordre d'idée. Je vous rappelle aussi que la réactivité, c'est la variation relative du KF par rapport à 1. Pourquoi cette grandeur un petit peu bizarre? On pourrait se contenter du KF. Le KF, c'est pour la neutronique, c'est l'équilibre. La réactivité, c'est une grandeur qui apparaît naturellement dans les équations de la cinétique. Uniquement ponctuelle, c'est-à-dire sans détail spatial. Pourquoi est-ce que je vous reparle de ça à propos du facteur antitrape? Parce que cet effet-là, concrètement, c'est l'autoprotection en énergie quand on augmente la température qui, via l'effet Doppler, I still don't get it. I'm the Doppler effect. Parce qu'il y a un jeu de vitesse neutron et vitesse noyau cible qui est plus favorable à l'absorption, ben cette autoprotection en énergie, elle s'amoindrit lorsque la température augmente. Donc les résonances sont moins autoprotégées, et moins fois moins, ça fait plus, c'est-à-dire qu'une résonance qui s'autoprotège moins, elle absorbe plus. Si la majorité des résonances sont de type capture, vous allez avoir une majorité de résonances capturantes qui vont absorber plus de neutrons, donc une réactivité qui diminue. D'accord ? Donc, on doit à l'autoprotection en énergie aussi, donc non seulement la faisabilité de la réaction en chaîne à l'équilibre, mais aussi sa stabilité en termes de contre-réaction thermique, parce que sans elle, une augmentation de température conduirait peut-être à rien. Attention, ce n'est pas toujours automatique. Alors, un cas très exceptionnel, mais si votre réacteur, ce n'est pas de l'uranium-238 avec un peu d'uranium-235, c'est que du plutonium-239. Une bombe, quoi. La majorité des résonances, elles sont de fission, là. Si vous augmentez la température, les résonances sont moins autoprotégées, elles capturent plus, enfin, elles absorbent plus, mais c'est de la fission. Donc, dans ce cas-là, ρ augmente. Mais dans tout cœur de réacteur nucléaire industriel digne de ce nom, vous avez toujours une majorité de fertiles, c'est-à-dire de noyaux qui capturent pour produire un fissile, et non pas de fissile qui fissionne, et donc vous avez toujours un signe bien négatif. Alors, on peut calculer ce coefficient grâce à cette formule, parce que vous allez calculer P
à une certaine température basse, d'accord, par exemple 0,75, vous allez augmenter la température du combustible de 1000 degrés, vous allez obtenir une nouvelle valeur de facteur anti-trappe pour une valeur de température de 1000 degrés supérieure, et vous allez en déduire très simplement le FTC. Hein. Vous avez un facteur anti-trappe qui diminue de 2%. 2%, c'est 2000 ppm. Vous savez que ce facteur anti-trappe, c'est l'une des probabilités qui intervient dans le facteur de multiplication. Donc si vous faites moins 2%, moins 2000 ppm sur P, vous faites moins 2000 ppm sur K, donc sur ρ, grosso modo. Et moins 2000 ppm divisé par 1000 Kelvin, ça vous donne moins 2 ppm par degré. Donc c'est une expression très précieuse aussi pour ça, pour les performances de sûreté.